Pendant que les astronomes se lançaient à la conquête de l'immensité, de l'univers, ils se sont fixés l'objectif le plus ambitieux de l'histoire, trouver la galaxie la plus lointaine imaginable. Ils ont pointé le télescope James Webb à 7 milliards d'années-lumière. Mais, ironiquement, ce qu'ils ont trouvé était presque notre voisin. L'objectif était une structure record, formée seulement 100 millions d'années après le Big Bang. Mais les données cachaient un secret. Après une année entière d'attente, l'équipe a remarqué que les objets dérivaient dans le ciel. Leur distance réelle n'était pas de milliards d'années-lumière, mais seulement de 1600 années-lumière. Si la ligne entre le plus lointain et le plus proche est si fine, à quel point l'univers est-il différent de ce que nous pensions? Si tu es prêt à voir la vérité, ce voyage est pour toi. Abonne-toi et regarde. Nous commençons. Pendant des années, nous avons cru qu'il existait un moyen infaillible de trouver les confins de l'univers. Si un objet disparaissait dans une certaine couleur et apparaissait dans une autre, c'était la preuve irréfutable qu'il se trouvait à l'aube de l'univers. C'était une méthode qui fonctionnait depuis 30 ans. Elle avait marché des milliers de fois. Mais, ensuite, le télescope spatial James Webb regardait. Et au point le plus célèbre du ciel, il a trouvé 2 faibles points rouges. Ces 2 points allaient renverser 30 ans de règles. Car nous comprenons maintenant que l'univers nous parle dans une langue. Et dans cette langue, le même mot peut avoir 2 significations, complètement différentes. Au cœur de cette illusion se trouve une méthode que les astronomes appellent la technique du drop-out, ou la rupture de Lyman. Qu'est-ce que ça veut dire? Imagine l'univers comme un immense nuage de brouillard. Ce brouillard est principalement composé d'hydrogène. La lumière venant d'une galaxie très lointaine doit traverser ce brouillard d'hydrogène pendant des milliards d'années. L'hydrogène, lui, agit comme un filtre qui absorbe toute la lumière plus courte qu'une certaine longueur d'onde, environ 912 angstroms. Il se comporte comme un voleur de lumière. C'est pourquoi un précipice brutal se forme dans le spectre d'une galaxie. En dessous d'une certaine longueur d'onde, il n'y a pas de lumière. Elle a complètement disparu. Au-dessus, la lumière est là. Pendant 30 ans, les astronomes ont utilisé cette technique pour trouver les galaxies les plus lointaines de l'univers. Ils ont équipé leurs télescopes de différents filtres de couleurs, les utilisant comme des tamis. Quand ils trouvaient quelque chose d'invisible dans les filtres bleus, mais qui brillait dans les filtres rouges, bingo! Ils avaient un candidat venant du bord de l'univers, car cette technique était la pierre angulaire de la chasse aux galaxies à fort décalage, vers le rouge, une vérité incontestable. Mais ce qui est vraiment déroutant, ce n'est pas la méthode elle-même. La méthode fonctionne. Le vrai problème, c'est ce que signifie le concept de décalage vers le rouge, aussi appelé redshift. Le décalage vers le rouge n'est pas juste un changement de couleur, c'est une clé qui révèle 2 des plus grands secrets de l'univers, la distance et le temps. Comme l'univers est en expansion, plus un objet est loin de nous, plus sa lumière s'étire avant de nous atteindre. Tout, comme un élastique tendu, la longueur d'onde de la lumière s'allonge et paraît plus rouge. C'est pourquoi une valeur élevée de décalage vers le rouge, la valeur Z, signifie une distance incroyable. Par exemple, la galaxie détentrice du record actuel, JADESGSZ140, a un décalage vers le rouge de Z égale 1432. Ce chiffre signifie que nous voyons cette galaxie telle qu'elle était seulement 290 millions d'années après le Big Bang. C'était déjà une chose incroyable en soi. Mais ces 2 points rouges trouvés dans le champ de la masse du boulet ont tout changé, car leur valeur de décalage vers le rouge photométrique était d'environ 20 et 30. Z égale 20 signifie une époque où l'univers n'avait que 180 millions d'années.
Z égale 30 seulement, 100 millions d'années. C'était une époque où même les premières étoiles n'étaient pas censées s'être formées, et encore moins les galaxies. C'est pourquoi l'équipe est restée silencieuse. Ce qu'ils avaient entre les mains, si c'était réel, allait ébranler les fondements de la cosmologie moderne. Tout devrait être réécrit. Il y avait une autre raison, bien plus profonde, au silence de l'équipe, car cette technique parfaite du drop-out avait une faiblesse que personne n'avait prise en compte. Un angle mort entre en scène le héros secret et inattendu de l'histoire. Les naines brunes. Qu'est-ce qu'une naine brune? Dans sa définition la plus simple, c'est une étoile, ratée, des corps célestes qui n'ont pas atteint une masse suffisante pour devenir une étoile, mais qui sont beaucoup plus massifs qu'une planète. Ne pouvant pas allumer leur propre feu nucléaire, elles se refroidissent lentement pendant des milliards d'années. Mais pendant ce refroidissement, quelque chose de très étrange se produit dans leur atmosphère, surtout les plus froides. Les naines brunes de type Y ont des atmosphères d'environ 300 à 400 Kelvin. C'est presque la température d'une tasse de thé laissée à refroidir. Et ces atmosphères sont remplies de molécules comme le méthane et la vapeur d'eau. Et ces molécules, tout comme le brouillard d'hydrogène au début de l'univers, absorbent la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. Et par une coïncidence étrange, la rupture spectrale due à cette absorption, cette chute de luminosité brutale, se produit presque exactement à la même longueur d'onde que la rupture de Lyman d'une galaxie à Z égale 20, ou Z égale 30. L'univers nous présentait donc deux suspects complètement différents, avec la même empreinte digitale, l'un au bout de l'univers, l'autre dans notre propre jardin galactique. Et le problème était qu'en regardant simplement les photos, il n'y avait aucun moyen de savoir lequel était lequel. C'est pourquoi l'équipe a décidé de faire quelque chose de très rare en astronomie moderne. Ils ont attendu, car pour savoir si ces deux points rouges étaient des galaxies ou une naine brune usurpatrice, ils n'avaient qu'un seul moyen. Ils devaient voir s'ils bougeaient, parce que les galaxies au bord de l'univers ne bougent pas. Mais une étoile ratée à la température d'une tasse de thé dans notre jardin, elle, bougerait sans aucun doute. Et l'équipe a dû attendre une année entière pour détecter ce mouvement minuscule, ce décalage aussi infime que l'épaisseur d'un cheveu humain tenu à bout de bras. Ce fut une année de patience, de doute, et d'une seule mesure qui pourrait tout changer, car la véritable nature de ces deux faibles, un point rouge allait changer pour toujours notre façon de penser la frontière entre notre propre galaxie et le reste de l'univers pour toujours. Car l'endroit où se trouvaient ces deux points n'était pas un coin de ciel aléatoire. Un ou contraire, c'était le morceau de ciel le plus célèbre, le plus étudié de la cosmologie moderne. Les astronomes l'appellent la masse du boulet, et ce nom est le nom d'un événement qui a prouvé la plus grande vérité sur l'univers. La masse du boulet est en fait le résultat de la collision de deux amas de galaxies géants, un accident de la route cosmique. En 2006, une équipe dirigée par Douglas Clow, en examinant cette collision avec des images en rayons X et des données de lentilles gravitationnelles, a remarqué quelque chose d'ahurissant. Le gaz chaud des amas, visible en rayons X, était concentré à un endroit. Mais la grande majorité de la masse, détectée par la lentille gravitationnelle, se trouvait à un endroit complètement différent. La masse était ici, le gaz était là. Cette séparation ne pouvait signifier qu'une seule chose. Une grande partie de l'univers est composée de quelque chose que nous ne pouvons pas voir, qui n'interagit pas avec le gaz et qui ne fait sentir sa présence que par la gravité, la matière noire,
La masse du boulet est la seule photo de la matière noire. À ce jour, aucune contre-preuve sérieuse n'a été présentée. C'est donc la preuve la plus concrète que l'univers est, principalement fait de quelque chose d'invisible. Maïs. La masse du boulet avait un autre secret, moins connu, mais vital pour cette histoire. C'était l'un des télescopes naturels les plus puissants du ciel. Nous appelons cet effet de télescope naturel la lentille gravitationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La masse énorme de la masse du boulet courbe l'espace-temps comme un trampoline. La lumière de tout, objet derrière lui, en voyageant dans cet espace courbé, est déviée et magnifiée, comme si elle passait à travers une lentille. C'est pourquoi des galaxies normalement trop faibles et trop lointaines pour être vues deviennent plus brillantes et visibles grâce à cette loupe cosmique. Lorsque les astronomes veulent regarder les premiers temps de l'univers, les quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, la masse du boulet est une cible naturelle, car il fait une partie du travail gratuitement. C'est pourquoi, la nuit du 20 janvier 2025, une mission appelée Programme d'observation générale 4598 du JWST a été lancée. Les chercheurs principaux étaient Marusha Bradach, Alexis Repetich et Martin Sikli. Leur objectif était simple, combiner la puissance incroyable de Webb avec la loupe naturelle de la masse du boulet et sonder les secrets les plus profonds de l'univers. Le télescope prit des images dans 8 filtres distincts, du filtre feu 90W à 0,9 microns au filtre à longueur d'onde, F4 144W à 4,44 microns. Le temps de pause pour chaque filtre était d'environ 6400 secondes, soit près de 2 heures. À la fin de cette nuit, l'image infrarouge plus profonde jamais prise de la région de la masse du boulet attendait d'être envoyée sur Terre. Et, à l'intérieur de cette image, il y avait une surprise que personne n'attendait. Quelques jours plus tard, lorsque les images traitées sont arrivées, entre les mains de l'équipe scientifique, presque tout le monde cherchait la même chose, des galaxies à l'aube de l'univers. La puissance de lentille de la masse du boulet était censée magnifier tous ceux qui se trouvaient derrière lui. Les filtres à plus longue longueur d'onde de Webb étaient l'endroit où les plus anciennes galaxies, dont la lumière avait été étirée par 5 milliards d'années d'expansion cosmique, allaient enfin apparaître. La plupart de l'image était comme prévu, des dizaines de galaxies d'arrière-plan, des étoiles d'avant-plan, de la Voie lactée et des défauts techniques à nettoyer. Mais ensuite, dans un coin du champ, il y avait 2 petits points de lumière rouge et faible, séparés de seulement 8 secondes, d'arc, et ces points ne ressemblaient à rien d'autre dans l'image. Ils étaient tous les deux incroyablement faibles, tous les deux totalement invisibles dans les filtres bleus. Ils étaient absents dans les filtres F90W, F115W, F150W, F100W. Ils étaient même presque absents dans le filtre F260-17W. L'un d'eux, nommé Bullet BD2, apparaissait vaguement dans ce filtre, puis devenait plus brillant vers les filtres plus rouges. Mais l'autre, nommé Bullet Bedon, n'apparaissait pas du tout avant le filtre x156W, puis brillait soudainement et nettement dans le F444W. Ils étaient des candidats parfaits au drop-out. Ils avaient cette signature impeccable que tout le monde cherchait. Si ces signatures étaient interprétées correctement, ces 2 points pourraient être les objets les plus lointains jamais enregistrés. Maïs, nous savons maintenant que ce qui semble le plus lointain peut en fait être juste côté. Alors, après avoir appris ces concepts, qu'ont pensé les scientifiques en voyant ces données? À quel point les vraies découvertes ont-elles dépassé les attentes et que signifiaient exactement ces 2 points rouges? Et juste à ce moment-là, en examinant ces premières images,
l'espoir, silencieux de l'équipe, a laissé place à quelque chose de complètement différent, une sorte d'émerveillement, être même un peu de peur, car les données qu'ils avaient ne disaient pas seulement qu'ils avaient trouvé une nouvelle galaxie. Les données chuchotaient que notre compréhension fondamentale de l'histoire de l'univers n'était pas aussi solide que nous le pensions. Et maintenant, le vrai choc arrive. Commençons par le plus normal, mais toujours stupéfiant. JADESGSZ 140. C'est le détenteur du record de la galaxie la plus lointaine de l'univers, confirmé par spectroscopie. C'est dire dont l'identité est certaine à 100%. Ce n'est pas quelque chose qui ne devrait pas exister, mais c'était quelque chose dont on ne s'attendait pas à ce qu'elle existe, car le décalage vers le rouge de cette galaxie, exactement de 14,32, ce chiffre signifie que la lumière qui nous en parvient voyage depuis plus de 13,5 milliards d'années. Nous la voyons-t-elle qu'elle était seulement 290 millions d'années après le Big Bang, à seulement 2% de l'âge actuel de l'univers. Auparavant, très peu de modèles prévoyaient l'existence d'une galaxie, aussi brillante et distincte à une époque aussi précoce. Et JADUSGSZ 140 n'était pas seule. Il y avait d'autres candidats comme elle, comme Mauna Kea, Izumo 1 ou MOMS 1.4, trouvés par Rohan Naidu et son équipe. Dès ses premières années, le télescope Webb montrait que l'aube de l'univers était beaucoup plus peuplée, beaucoup plus brillante que prévu. Cette situation a alimenté les gros titres. Le JWST a brisé la cosmologie, car notre modèle standard lambda CDM avait du mal à expliquer une formation d'étoiles aussi efficace à une époque si précoce. Les modèles étaient étirés, les limites étaient repoussées, mais rien n'était encore brisé. Mais ce n'était que le début, 2 points dans la masse du boulet étaient sur le point de faire voler en éclats ces limites déjà tendues. Et maintenant, nous entrons dans le premier acte de l'impossibilité, Bullet BD2, le plus brillant des 2 points rouges faibles sur les images. Cet objet commençait à devenir visible dans le filtre F277W, c'est dire à une longueur d'onde d'environ 2,77 microns, selon la technique du drop-out. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, le décalage vers le rouge de cet objet était d'environ 20. Z égale 20. Réfléchissons un instant à ce chiffre. Z égale 14. 32 nous transportait à 290 millions d'années après le Big Bang. Mais Z égale 20 nous, propulsé à 180 millions d'années. Il y a une différence énorme de 110 millions d'années. C'est juste après les âges les plus sombres de l'univers. Une période où les premières étoiles, les étoiles de population 3, commençaient théoriquement à peine à se former. À cette époque, il ne devait pas y avoir de galaxies brillantes composées de milliards d'étoiles. C'était physiquement impossible, car nous ne connaissons aucun mécanisme capable de rassembler autant de matière, d'allumer autant d'étoiles en si peu de temps. Aucun modèle de formation de galaxies existant ne pouvait expliquer facilement ces données. Même les théories les plus audacieuses ne permettaient pas une telle structure si précoce. Cela ne signifiait pas seulement que le modèle standard était mis à rude épreuve, mais qu'il était sérieusement remis en question. L'équipe avait entre les mains un objet qui ne devrait pas exister, datant de la toute première époque de l'univers. Et le pire n'était pas encore arrivé. Et maintenant, nous arrivons à ce point final qui défie les limites de l'entendement. Bullet Beden. L'autre point, plus faible, plus mystérieux. Cet objet était absent même dans le filtre feu 277W. Il n'apparaissait que dans le filtre fait 356 watts à une longueur d'onde de 3,56 microns.
et il brillait nettement dans le 444W. C'était l'application la plus extrême de la technique du dropout, et le résultat était à couper le souffle. Le décalage vers le rouge estimé de cet objet était de 30. Z égale 30. Ce chiffre n'aurait même pas dû être prononcé pour une galaxie, car Z égale 30 correspond à une période où l'univers n'avait que 100 millions d'années. C'est une ère où l'on suppose que même les premières étoiles n'existaient que de manière éparse et dispersée. Oublier une galaxie, même l'existence d'un objet brillant de quelques milliers de masses solaires aurait été un événement majeur. Mais ce que Webb a vu était suffisamment brillant pour être détecté, même avec l'énorme grossissement de la masse du boulet. Cela signifiait déchirer et jeter tout le calendrier cosmologique actuel. Si Bullet Bidoon était une vraie galaxie, alors nous avions tout compris de travers sur l'univers primitif. La formation des galaxies aurait dû commencer des centaines de millions d'années plus tôt que nous le pensions. Ou alors, dans le modèle lambda CDM, une toute nouvelle physique, un tout nouveau mécanisme que nous ne connaissions pas, devait être à l'œuvre. Ce n'était pas seulement battre un record, c'était renverser un paradigme. C'est pourquoi Bradatch et son équipe n'ont partagé leurs résultats avec personne pendant 1 an. Car ce qu'ils avaient entre les mains, si c'était réel, serait la plus grande découverte de la cosmologie moderne. Mais, si ce n'était pas le cas, ils étaient coincés entre ces 2 scénarios. D'un côté, la plus grande découverte de l'histoire, de l'autre, une anomalie inexplicable. Et comment pouvait-il expliquer cette anomalie? Ces objets qui semblaient impossibles, pouvaient-ils en fait faire partie d'un piège que l'univers nous avait tendu? Car parfois, les plus grandes découvertes ne se cachent pas dans les endroits les plus lointains, mais dans les endroits les plus inattendus. Endroits où elles pouvaient se cacher. Car cette histoire avait un précédent, un fantôme. Un cas qui avait déjà troublé la communauté scientifique. Son nom était Sears, U10588, Maze. Les astronomes, lui, avaient donné un nom plus mémorable, Capotauro. Et Capotauro était la preuve vivante de la raison pour laquelle l'équipe de Lamas du Boulet était si prudente. Capotauro avait été découvert dans un autre programme profond du JWST, appelé Cosmic Evolution Early Release Science Survey, ou CERS100, abrégé, par Marco Castellano, Adriano Fontana et leurs collègues. Cet objet, tout comme Bullet Bidoon, avait une signature de dropout, incroyablement nette. Entre le filtre Fettre 356W et le filtre Fettre 344W, sa luminosité augmentait de plus de 15 fois. C'était le saut le plus brutal jamais vu. Si c'était une galaxie, son décalage vers le rouge photométrique serait d'environ 32. Z égale 32. Cela signifiait 1. Moment où l'univers n'avait que 90 millions d'années. Encore plus. Extrême que Bullet Bidoon. Encore plus impossible. C'est pourquoi l'équipe qui a fait la découverte a évité de faire une grande déclaration dans l'article qu'elle a publié en février 2025. Le titre même de l'article reflétait cette incertitude. Ils ont présenté 3 possibilités. Soit c'était une galaxie à décalage vers le rouge record, soit une autre galaxie beaucoup plus proche masquée par la poussière, soit une naine brune, ultra froide, cachée dans le disque de la Voie, lactée. Ils étaient confrontés au même dilemme. Mais, contrairement à l'équipe du Boulet, ils n'avaient pas 1 an pour attendre une seconde. Observation qui résoudrait cette énigme. Leur histoire était restée en suspens, pleine de doutes. Et ce doute avait envahi tout le domaine. Désormais, chaque candidat extrêmement rouge était considéré comme un imposteur potentiel. Et ce problème d'imposture ne se limitait pas à un seul objet. À mesure que Webb sondait les profondeurs, le nombre de ces contaminances a commencé à augmenter.
En 2024 et 2025, une équipe dirigée par Kevin Heinlein a publié des articles révélant une série de naines brunes déguisées en candidates galaxies à Fort Z, les champs profonds de Jades et Surs. Lamia Molla et York avaient trouvé en 2023 3 naines brunes confondues avec des noyaux de galaxies actives appelées petits points rouges. Adam Burgassé et son équipe avaient annoncé 7 autres naines brunes froides et lointaines. Cette contamination était désormais un problème connu. Seulement, personne ne savait à quel point le problème était grave. Les candidats à Fort Z, les plus extrêmes trouvés, faisaient-ils partie de ce catalogue? Contaminés ou étaient-ils réels? C'était la question à $1 million. C'est exactement dans cette situation que s'est retrouvée l'équipe de Lamas du Boulet. 2 candidats au drop-ou parfait, impeccable, selon la méthode standard. Et ils se trouvaient dans le champ de l'image de matière noire la plus célèbre du ciel, la lentille, naturelle, la plus puissante. Ils auraient pu publier l'article. Ils auraient pu affirmer avoir trouvé des galaxies à Z égale 20 et Z égale 30, et laisser le reste de la communauté se charger de la vérification. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi une voie différente. Au lieu de cela, ils ont fait 2 choses. D'abord, ils ont demandé une spectroscopie. Ils voulaient décomposer la lumière de ces 2 points en ses composantes avec le spectrographe proche infrarouge du JWST, NIRSPEC, pour voir à quoi elles ressemblaient vraiment. C'était comme examiner l'empreinte digitale plus en détail. Le spectre d'une galaxie et celui d'une naine brune devaient présenter des différences si on les regardait d'assez près. Mais, plus important encore, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus rare en astronomie moderne. Ils ont demandé une 2e période d'imagerie et ont ensuite attendu une année entière, car ce qu'ils prévoyaient de tester avec la 2e observation était une caractéristique qu'une galaxie au bord de l'univers ne devrait absolument pas montrer, son mouvement latéral. Ils allaient chercher ce que les astronomes appellent le mouvement propre. S'ils trouvaient ce mouvement, toute l'interprétation de ces 2 points, rouge faible, changerait avec une seule mesure. Ils cesseraient d'être les galaxies les plus lointaines de l'univers pour devenir des objets se déplaçant lentement dans notre propre voisinage galactique le long du disque de la Voie lactée, se faisant passer pour toute autre chose. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient trouver. Une année d'attente les séparait de la réponse. Et cette année ne s'est pas seulement passée à attendre. Cette année a été passée à essayer de comprendre pourquoi ces 2 univers différents, le plus lointain et le plus proche, se ressemblaient techniquement, comment ils trompaient nos télescopes et à quel point la physique derrière cette tromperie cosmique était étrange. Car le vrai problème n'était pas de savoir comment la méthode fonctionnait, mais comment l'univers lui-même fonctionnait. Alors, qu'y a-t-il derrière tout ça? Comment se fait-il qu'une galaxie, au fin fond de l'univers, et une étoile ratée dans notre propre galaxie, puissent envoyer un signal presque identique à nos télescopes? Plongeons maintenant un peu plus profondément dans la technique et comprenons la physique derrière cette illusion cosmique, car cette histoire est celle de 2 processus physiques totalement indépendants qui, par une étrange coïncidence, produisent le même résultat. Tout commence avec cette méthode qui est l'épine dorsale des astronomes. Depuis 30 ans, la technique de la rupture de Lyman. Pour comprendre comment cette méthode fonctionne, nous devons penser à l'univers comme un gigantesque filtre à hydrogène. Cette idée, proposée en 1996 par Charles Steidel et 4 de ses collègues, était en fait d'une simplicité surprenante. L'univers primitif était presque entièrement composé d'hydrogène et d'hélium. Même aujourd'hui, 13 milliards d'années plus tard, l'écrasante majorité de l'univers est de l'hydrogène
Et ces atomes d'hydrogène, dispersés entre nous et n'importe quelle galaxie lointaine, font quelque chose de très spécial à la lumière qui les traverse. Ils absorbent chaque photon dont la longueur d'onde est inférieure à environ 912 angstroms. Cette longueur d'onde correspond à l'énergie nécessaire pour arracher son unique électron à un atome d'hydrogène et l'ioniser. Ainsi, chaque photon de lumière en dessous de ce seuil, appelé la limite de Lyman, est avalé par l'hydrogène qu'il rencontre en chemin. Les photons, au-dessus du seuil, c'est à dire avec une longueur d'onde plus longue, continuent leur route. C'est pourquoi, dans le spectre de toute galaxie que nous regardons de très loin, c'est à dire son empreinte lumineuse, un précipice brutal se forme. Au-dessus de la limite de Lyman, la lumière de la galaxie est en grande partie intacte, maïs, en dessous. De la limite, la lumière a presque complètement disparu. Il y a littéralement une marche dans le spectre. Pour une galaxie proche de nous, cette marche se situe dans l'ultraviolet, une région que la plupart des télescopes au sol ne peuvent pas voir. Mais l'univers est en expansion, et cette expansion étire les longueurs d'onde de toute la lumière qui le traverse comme un élastique. Plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière a voyagé longtemps et plus elle s'est étirée. C'est pourquoi cette rupture de Lyman à 912 angstroms décale vers des longueurs d'onde plus longues avec le décalage vers le rouge. Par exemple, dans une galaxie avec un décalage vers le rouge de 3Z3, cette rupture se décale à 3650 angstroms, c'est à dire vers l'extrémité bleue du spectre visible, AZ égale 7, elle arrive vers 7300 angstroms, c'est à dire vers la fin du rouge. AZ-AU 14, elle atteint 14 000 angstroms, c'est à dire le proche infrarouge. Et pour les héros de notre histoire, AZ égale 20, elle se décale jusqu'à environ 19 000 angstroms et à Z Acrefa 30 jusqu'à 28 000 angstroms. Le résultat est le même dans tous les cas, une transition brutale dans le spectre. Et si vous pouvez prédire où se trouvera cette transition et équiper votre télescope de différents filtres couvrant cette plage, vous pouvez chercher des objets qui disparaissent dans les filtres en dessous de la transition, apparaissent dans les filtres au-dessus. Cet objet est presque toujours la galaxie au décalage vers le rouge que vous cherchez. Cette technique a été confirmée sur des milliers de galaxies, du champ profond de Hubble à l'étude Candles. Quand le JWST est arrivé, cette méthode était un standard incontestable, et ces deux points rouges correspondaient parfaitement à ce standard. Mais l'équipe savait quelque chose qui les inquiétait. Cette méthode avait un mode de défaillance connu. Il était documenté dans la littérature depuis au moins une décennie, car la rupture de Lyman n'était pas la seule transition brutale qui pouvait apparaître dans les couleurs d'une source infrarouge faible. Il existait un autre type d'objet beaucoup plus proche qui, pour des raisons physiques, totalement indépendantes, produisait une rupture presque identique en apparence, dans presque la même région de longueur d'onde. Et ces objets, c'étaient les naines brunes ultra froides de notre propre jardin galactique. Une naine brune est un petit objet froid avec une masse et une température entre une planète et une étoile. Les plus froides connues, celles de type Y, ont des températures de surface comprises entre 250 et 500 Kelvin. À ces températures, l'atmosphère de la naine brune n'est pas composée d'atomes, mais de molécules. Méthane, vapeur d'eau, ammoniac, dioxyde de carbone, tous sont présents en abondance, et chacune de ces molécules a des bandes d'absorption caractéristiques à des longueurs d'onde infrarouges spécifiques. Le méthane a des bandes d'absorption très fortes, autour de 3 microns, tandis que l'eau en a autour de 1, 4, 1, 9 et 2, 7 microns.
L'effet combiné de toutes ces absorptions moléculaires façonne le spectre de la naine brune en forme distinctive, avec des régions d'émission relativement élevées, séparées par de profonds creux d'absorption. Et pour une naine brune de type Y, entre 300 et 400 Kelvin, une caractéristique très importante pour notre histoire apparaît dans la forme du spectre. L'absorption de l'eau et du méthane en dessous de 3 à 4 microns supprime considérablement la luminosité de la naine brune dans le proche infrarouge. Maze, la même naine brune, émet une lumière beaucoup plus brillante entre 4 et 5 microns dans une région où les bandes d'absorption sont moins présentes. Le résultat est un spectre qui monte brusquement entre les longueurs d'onde plus courtes supprimées et les longueurs d'onde plus longues à plus forte émission. Et cette montée pour les outils standards que les astronomes utilisent pour identifier les candidats. Galaxie est presque identique à la rupture de Lyman d'une galaxie à fort décalage vers le rouge. Elle se trouve dans la même plage de longueur d'onde. Elle a la même forme générale. En photométrie à basse résolution, les deux sont essentiellement indiscernables. L'univers avait créé la même signature avec deux processus physiques complètement différents. C'était la raison technique pour laquelle l'équipe a attendu 1 an. Ils avaient besoin d'un test pour distinguer ces deux scénarios différents. Pour effectuer ce test, l'équipe prévoyait d'utiliser 2 outils puissants du JWST. Le premier était la spectroscopie avec NIRSpec. Le second était une imagerie de deuxième époque avec NIRCam, 1 an plus tard. La spectroscopie, c'est comme faire passer la lumière de l'objet à travers un prisme pour la décomposer en un arc-en-ciel. Cela nous donne non pas seulement la luminosité dans quelques filtres, mais l'intensité, lumineuse sur une plage continue de longueur d'onde. La nuit du 27 mars 2025, ils ont observé les 2 objets en utilisant le mode prisme de NIRSpec. Le mode prisme est une configuration à basse résolution, mais il donne toute la plage de longueur d'onde d'environ 0, 6 à 5, 3 microns en une seule pose. C'était l'outil parfait pour voir la forme spectrale générale, l'emplacement de toute rupture et les larges bandes d'absorption qui distinguent les différents objets. Astrophysique. En quelques semaines, les données sont arrivées et les résultats ont rendu l'histoire encore plus complexe. Le signal était éclair. La forme des 2 spectres était visible. Maze, lorsqu'ils ont essayé d'ajuster des modèles à cette forme, ils ont constaté que les 2 interprétations étaient cohérentes avec les données. Les modèles de naine brune offraient un ajustement statistiquement un peu meilleur. Leur valeur de chi carré était légèrement plus basse. Maze, les modèles de galaxies ne pouvaient pas être définitivement exclus. La spectroscopie avait fait pencher les soupçons de l'équipe l'interprétation de la naine brune, mais elle n'avait pas fourni de preuve définitive. Il y avait toujours une possibilité. Tout était encore possible. C'est pourquoi tout reposait sur ce 2e test, cette preuve ultime, le test du mouvement propre. Car ce qui allait distinguer ces 2 possibilités n'était pas la couleur de leur lumière, mais si leur position dans l'espace changeait avec le temps. Et pour en faire ce test, ils devaient regarder à nouveau au même endroit, 1 an plus tard. Maze, pendant cette année d'attente, le monde scientifique ne restait pas inactif, et d'autres développements se produisaient qui allaient influencer le destin de ces 2 points rouges, en particulier le mystère de ce cas fantôme, Capotauro, qui s'épaississait. Et c'est pourquoi le cas Capotauro offrait une étude de cas parfaite pour comprendre l'incertitude à laquelle l'équipe de Lamas du Boulet était confrontée. Le mystère de Capotauro tournait autour de 3 théories principales, et chacune d'entre elles était incroyable en soi. La première, toujours la plus simple et la plus frappante, Capotauro, était vraiment une galaxie à Z égale 32. Les défenseurs de cette théorie
suggérait que bien que l'ajustement photométrique soit extrême, il n'était pas impossible, et que l'effet de lentille d'une galaxie d'avant-plan proche pourrait expliquer la luminosité inattendue. Cela signifiait accepter que les premières étoiles de l'univers se soient formées beaucoup plus efficacement que prévu. Mais la deuxième théorie, de plus en plus forte, était que Capotauro était une naine brune. L'article publié en 2026 par l'équipe de Gandolfo présentait des analyses minutieuses utilisant des ensembles de modèles comme Sonora Bobcat et Atmo 2020. Selon ces modèles, Capotauro pourrait être une naine brune de type I2 ou I3, avec une température de surface entre 300 et 400 Kelvin. La distance de cet objet à la Terre devait se situer entre 127 parsecs et 1800 parsecs. La probabilité de trouver un tel objet dans le champ SERS était faible, environ 2% pour I2 et 0,9% pour I3. Mais ce n'était pas impossible, surtout si l'on considère que ce type de contaminant commençait à apparaître systématiquement. Et c'était la plus grande préoccupation de l'équipe du Boulet pour ses propres candidats. Maïs, il y avait une troisième théorie sur la table pour Capotauro, beaucoup plus exotique. Andrea Ferrara et son équipe, ainsi qu'un autre, groupe dirigé par Monghong Lee, ont suggéré que Capotauro pourrait être une supernova à instabilité de paire AZ égale 15 environ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le dernier instant d'une très grande étoile, primitive, entre 140 et 260 masses solaires dans le noyau chaud de l'étoile. Des paires électrons-positrons commencent à être produites de manière instable. Cela provoque la perte du support de pression, déclenche l'effondrement de l'étoile sur elle-même. Le résultat est une explosion thermonucléaire massive qui déchire toute l'étoile, ne laissant aucun résidu derrière elle. La courbe de lumière de cette explosion, c'est à dire la variation de sa luminosité dans le temps, montre une extinction lente de plusieurs semaines ou mois. Et si cet événement se produit à un décalage vers le rouge élevé comme Z égale 15, la dilatation du temps cosmologique étend cette courbe de lumière sur des années et décale le pic spectral vers les filtres à longue longueur d'onde, exactement comme observé. Cette théorie était totalement spéculative, mais physiquement plausible. Elle pourrait être la première preuve d'un événement prédit théoriquement depuis des décennies, mais jamais observé. Voilà où se situait Capotauro, suspendu au milieu de ces trois possibilités incroyables, soit une galaxie à l'aube de l'univers, soit une étoile froide dans notre jardin, soit le cri de mort d'un géant primitif. Et la seule chose qui permettrait de distinguer ces trois scénarios, tout comme pour les objets du Boulet, était la mesure du mouvement propre, la limite supérieure obtenue à partir de la base d'imagerie de 2-3 ans pour Capotauro était d'environ 0,137 secondes d'arc par an. Ce n'était pas assez précis pour distinguer une naine brune lointaine d'une galaxie immobile. De nouvelles observations étaient nécessaires pour une mesure plus précise, et ces observations étaient prévues pour la fin de 2026. Toute la communauté attendait, et l'équipe de la masse du Boulet attendait aussi. L'été 2025 est passé. Ils ont travaillé sur d'autres projets. Ils ont regardé Jade et SERS publier d'autres détections de naines brunes. Une étude de cas, publiée par l'équipe de Kevin Heinlein, était particulièrement importante. JADS GS BD 9. C'était une naine brune de type 5T6 à environ 2 kPa de distance, avec un mouvement propre mesuré, de 20 millièmes de seconde d'arc par an. Cet article a prouvé que le JWST pouvait mesurer des mouvements propres de l'ordre du milliardième de seconde d'arc sur une base temporelle de plusieurs années, que les mouvements des naines brunes proches étaient détectables et que la combinaison de la spectroscopie
et de l'astrométrie pouvaient identifier de manière définitive un contaminant. L'automne est arrivé. L'équipe de SEARS a publié ses articles d'analyse définitive sur Capotauro. L'ajustement photométrique favorisait la naine brune par rapport à la galaxie et à la supernova, mais les marges d'incertitude étaient encore grandes. L'hiver est arrivé. L'équipe de la masse du boulet a préparé ses pipelines d'analyse pour l'imagerie de deuxième époque. Ils ont écrit les scripts d'enregistrement astrométrique. Ils ont calibré les erreurs systématiques attendues. Ils ont modélisé la précision qu'ils obtiendraient en fonction de la luminosité des cibles, de la résolution angulaire de NIRCam et des étoiles de référence disponibles dans le... Ils s'attendaient à une mesure d'une précision d'environ 10 millièmes de seconde d'arc. Si les objets étaient des galaxies, la mesure serait de 0. S'ils étaient des naines brunes proches, ils donneraient une valeur de 10 à plusieurs centaines de millièmes de seconde d'arc par an. Il n'y aurait aucune incertitude. Le résultat serait définitif. Et la date fixée pour cette deuxième période d'imagerie approchait, la fin d'une année d'attente. Toute cette préparation technique, toute cette discussion théorique, toutes ces découvertes parallèles convergeaient vers un seul moment, que verrait le télescope un an plus tard en regardant à nouveau au même endroit. Ces deux points, et rouges seraient-ils exactement là où ils étaient un an auparavant, ou montreraient-ils ce décalage minuscule, mais qui change tout, révélant cette grande tromperie que l'univers nous avait tendue? Car ce qui était vraiment excitant, c'était où ces détails techniques nous menaient, à ce moment unique, en une seule nuit, avec une seule observation, où toute l'histoire serait réécrite. Et puis, la chose la plus incroyable s'est produite. L'attente était terminée. Le 20 et 1 janvier 2026, exactement un an et un jour après la première observation, les observations de la deuxième époque avec NIRCam ont eu lieu. Le pointage était le même, les filtres étaient les mêmes, les temps d'intégration étaient identiques. Les données sont arrivées sur Terre en quelques jours. Le pipeline d'analyse a fonctionné. L'enregistrement astrométrique a été achevé et la mesure du mouvement propre a été faite. Maintenant, imaginez ce moment, un petit bureau à l'Université de Ljubljana ou un laboratoire à l'Université de Californie à Davis, en plein hiver, en fin d'après-midi. Les images, traitées de la deuxième époque, sont affichées dans une fenêtre, à côté des images de la première époque d'il y a un an. Le membre de l'équipe peut être un étudiant diplômé, peut être un chercheur postdoctoral, ouvre les fichiers dans le même système de coordonnées et les aligne sur les étoiles de référence. Ces deux faibles points rouges dans le champ, ces deux points qui ont déclenché une attente attentive d'un an. Ils sont visibles dans les deux images. Et il n'est pas nécessaire d'une analyse complexe pour voir la réponse. Une simple inspection visuelle suffit. C'est le moment où tout a changé. Le membre de l'équipe déplace le curseur de la position de Bullet Bedan sur la première image à la position de Bullet Bedan sur la deuxième image. C'était inconcevable. Mais ça se produisait. Le curseur a bougé, une petite quantité, mais visible à l'œil nu. Ce n'était pas le genre de mouvement que vous pourriez voir à l'œil nu. C'était le genre de mouvement qui nécessitait la résolution angulaire du télescope, infrarouge le plus puissant du monde. Mais il était là, ce point, s'était déplacé de 49 millièmes de seconde d'arc dans le ciel en 12 mois. Ce chiffre, à lui seul, était un séisme, 49 millièmes de seconde d'arc. C'était un mouvement qu'une galaxie au bord de l'univers ne pourrait jamais, mais alors jamais, faire en un an. Même les galaxies proches ne bougent pas de manière perceptible. Le mouvement, propre des galaxies au bord du temps cosmique, dont la lumière met presque l'âge de l'univers à nous parvenir
devrait être effectivement un de zéro. Mais ce n'était pas zéro. C'était la fin de la plus grande découverte de l'histoire. Et en même temps, le début d'une découverte totalement différente, plus étrange. Le curseur s'est déplacé vers Bullet BD2. Il avait aussi bougé. 24 millièmes de seconde d'arc. Moins, mais toujours nettement différent de zéro. Les deux mouvements étaient à peu près dans la même direction. La séparation angulaire entre les deux objets n'avait presque pas changé. Ces deux faibles points, rouges dans le champ de l'amas du boulet, se déplaçaient ensemble. Ils n'étaient pas au bord de l'univers. Cette chose, au bord de l'univers, était, depuis le début, à l'intérieur de la Voie lactée. Pendant tout ce temps, il dérivait lentement dans le ciel, à des vitesses latérales d'environ 116 km par seconde. Et ces vitesses étaient totalement compatibles avec la cinématique du disque épais de la Doux Voie lactée. Ils étaient là depuis le début, cachés à la vue de tous, dans l'un des champs les plus attentivement étudiés du ciel. Et, maintenant, il n'y avait plus à aucun doute. Avec ce résultat, l'équipe est revenue à ces spectres NIRSPEC qu'ils gardaient depuis 10 mois. Auparavant, ils avaient vu que l'interprétation de la naine brune était statistiquement un peu meilleure, mais pas définitive. Maintenant, avec la preuve du mouvement propre, ces données prenaient une signification complètement différente. L'interprétation de la naine brune était désormais la seule interprétation valide. Il n'y avait plus de concurrents. Ils ont analysé les spectres avec un logiciel appelé UCD-MCMC qui applique les modèles. De la série ELF WL25 développée par Adam Burgassé et d'autres. Les résultats étaient clairs. Pour Bullet Bedon, le meilleur modèle ajusté donnait une température de surface de 350 Kelvin avec une incertitude de plus 110, moins 80 Kelvin, 350 Kelvin. Cela signifie environ 77 degrés Celsius. La température d'une tasse de thé laissée sur le comptoir pendant quelques minutes, légèrement fraîche au toucher, mais toujours chaude. Pour Bullet BD2, le meilleur modèle ajusté était de 410 Kelvin, soit environ 137 degrés Celsius, plus proche de la température d'un four lent, bien au-dessus. Du point d'ébullition de l'eau, c'était les températures de surface. Des objets que le télescope infrarouge le plus puissant du monde avait essayé d'interpréter comme des galaxies à l'aube du temps cosmique. La chose la plus lointaine sur l'image était à la température d'une tasse de thé. Cette réalité, à elle seule, résumait toute l'histoire en deux endroits totalement indépendants de l'univers, deux processus physiques totalement indépendants, laissaient la même empreinte digitale dans nos meilleures données. D'un côté, la lumière des étoiles d'une galaxie 100 millions d'années après le Big Bang, filtrée par l'hydrogène. De l'autre, l'absorption du méthane et de l'eau dans l'atmosphère d'une étoile ratée à 1600 années-lumière de distance dans notre propre jardin galactique. Ces deux processus n'avaient rien en commun, mais le résultat était le même. Et ce résultat n'était pas seulement une coïncidence. Il révélait une vérité profonde sur la méthode elle-même. La méthode du drop-out n'était pas défectueuse. Elle fonctionnait exactement comme prévu. Le problème était que deux types d'objets complètement différents laissaient des signatures indiscernables dans les données sur lesquelles la méthode était construite. Le problème n'était pas dans la technique, mais dans la physique elle-même. Cet accident existait dans la nature elle-même et cela signifiait qu'une partie des candidats galaxies à décalage vers le rouge les plus extrêmes jamais catalogués n'étaient peu être jamais des galaxies. Ils pourraient être des naines brunes froides et locales portant un masque spectral. La découverte de l'équipe de Bradach n'était pas une découverte unique. C'était un exemple particulier d'une caractéristique plus générale de l'univers et des limites des mesures.
que nous pouvons faire. Cette séparation nette entre le passé lointain, le présent local, s'est avérée être un peu floue, et ce flou était composé d'étoiles ratées. L'équipe a écrit l'article avec ses pensées. Le 26 avril 2026, ils l'ont publié sous la référence préprint 2600 4000 230 6 6 8. Leur titre était très clair. 2 candidats galaxies à haut décalage vers le rouge excitant se révèlent être 2 naines, brunes ultra froides excitantes. Et cet article ne remettait pas seulement en question leurs propres résultats, mais aussi Capotauro et donc une partie de la littérature sur le OZ. Et la communauté, en grande partie, a accepté ce résultat. C'était le début d'une opération de nettoyage. Les catalogues à OZ ont commencé à être passés au peigne fin. Les suivis de mouvements propres pour les candidats les plus extrêmes ont été accélérés et ce nettoyage se poursuit encore aujourd'hui. Alors, que nous apprend tout cela? Cela ne signifie pas que l'univers ne communique pas avec nous. Au contraire, cela nous dit qu'il communique, mais que sa langue utilise parfois le même mot pour 2, choses complètement différentes. Et notre tâche, en tant qu'auditeur, est d'apprendre la différence. Le test du mouvement propre est une façon dont nous avons appris à le faire. La spectroscopie à haute résolution à l'avenir en sera une autre. Mais, surtout cet événement nous a appris une chose. La chose la plus proche et la chose la plus lointaine sur une image peuvent se ressembler à cause d'un caprice, de la physique fondamentale. Et jusqu'à ce que nous fassions le travail lent et patient nécessaire pour les distinguer, nous ne devrions pas supposer que nous savons lequel est lequel. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une chasse à la galaxie, c'était la découverte d'une homonymie inattendue dans la langue de l'univers. Et cette découverte nous a permis de comprendre notre vision de l'univers, à quel point notre propre galaxie est peuplée et mystérieuse, et que les plus grands secrets se cachent parfois, non pas dans les endroits les plus lointains, mais juste sous notre nez. Alors que sont exactement ces étoiles ratées, ces naines brunes? Qu'est-ce qui en fait de si bons imposteurs et combien d'autres y en a-t-il dans la Voie lactée? Car si le point culminant de cette histoire est la révélation de l'identité de ces 2 points, le cœur de l'histoire réside dans la compréhension de à quel point cette identité est étrange et inattendue. Et c'est pourquoi, pour saisir le vrai sens de cette histoire, nous devons comprendre ce qu'est réellement une naine brune de type Y, car la réponse est l'une des catégories d'objets les plus étranges de l'astronomie moderne. Une naine brune, dans son sens le plus simple, est une étoile ratée. Les étoiles se forment par l'effondrement gravitationnel de nuages froids de gaz interstellaires. À mesure que le nuage s'effondre, la température au centre augmente et a une masse critique, environ 75 à 80 fois la masse de Jupiter. Le noyau devient suffisamment chaud et dense pour déclencher une fusion continue. De l'hydrogène, une nouvelle étoile est née. Mais une naine brune est ce qui se passe lorsque l'on reste juste en dessous de ce seuil. Le nuage de gaz est trop petit. La température au centre n'atteint jamais cette valeur critique. L'objet qui se forme n'a donc pas de moteur nucléaire pour remplacer la chaleur qu'il émet. Et ainsi, la naine brune se refroidit pendant des milliards d'années. Elle rayonne dans l'espace, la chaleur résiduelle de sa formation s'assombrissant avec l'âge. Ces étoiles ratées sont classées en E, L, T et Y en fonction de leur température. Les naines M sont les plus chaudes, les naines L, T sont plus froides. Maïs, la classe Y est la catégorie la plus froide connue. Leurs températures sont inférieures à 500 Kelvin. Cette classe a été définie en 2011 sur la base d'objets froids, découverts par le télescope WISE de la NASA, et les membres les plus
et froids de cette classe sont véritablement glaciales. La naine brune la plus froide connue, WISE J08550714, n'est qu'à 250 Kelvin, c'est moins 23 degrés Celsius, en dessous du point de congélation de l'eau. Et cet objet n'est qu'à 7 années-lumière de la Terre. Ces objets sont les fossiles de l'univers, car pour qu'une naine brune se refroidisse jusqu'à 350 Kelvin, il faut qu'environ 10 milliards d'années se soient écoulées. L'univers lui-même n'a que 8 milliards d'années. Donc, Bullet Beddon est un objet qui a commencé à se refroidir des milliards d'années avant que le Soleil n'existe, avant que la Terre ne se soit formée. C'est un petit, faible enregistrement de la jeunesse de notre galaxie. Et maintenant, la vérité choquante arrive. Ces objets ne sont pas rares, pas du tout. Au contraire, grâce à la capacité de Webb à sonder les profondeurs, nous comprenons que la Voie lactée pourrait être remplie de ces étoiles ratées. La découverte de l'équipe de Bradatch n'était que la partie visible de l'iceberg, car parallèlement à ce résultat, autre programme de recherche mené via l'étude JADS a commencé à révéler l'ampleur de cette population cachée. Kevin Heinlein et son équipe ont signalé avoir détecté pas moins de 40 et un candidat naine brune dans les 2 seuls champs de Goods. Parmi eux, 31 étaient des naines T et 10 des naines Y. Les naines T ont été trouvées jusqu'à 6 kPa de distance, tandis que les naines Y, plus faibles, ont été détectées jusqu'à 2 kPa. Lorsque ces chiffres sont extrapolés à l'ensemble du ciel, le résultat est inconcevable. On estime qu'il pourrait y avoir environ 3000 naines Y et 15 000 naines T dans le ciel, détectables seulement jusqu'à la profondeur de JAD. Et ce n'est que ce que nous pouvons voir. La population totale de naines Y dans la Voie lactée est presque certainement de dizaines, voire de centaines de millions. Et la population totale de naines brunes est comparable, voire supérieure, au nombre d'étoiles normales dans notre galaxie. Cela change complètement l'image de la Voie lactée que l'on trouve dans les manuels. Notre galaxie n'est pas seulement un lieu composé d'étoiles brillantes, c'est aussi une galaxie composée d'étoiles ratées qui se refroidissent silencieusement depuis des milliards d'années, dont le nombre rivalise avec celui des étoiles. Elles pourraient être le type d'objet de masse stellaire le plus courant. Bullet Beddon et Bullet BD2 n'étaient que 2 membres de cette immense population cachée. Ils n'étaient pas l'exception, ils étaient la règle. C'est pourquoi la révision de la méthode du dropout était inévitable. La méthode n'était pas défectueuse, mais il s'est avéré qu'elle avait un angle mort. L'article original de Charles Steidel en 1996 ne pouvait pas prévoir ce mode de défaillance, car à cette époque, ni l'existence de naines brunes aussi froides n'était connue, ni nos télescopes ne pouvaient regarder à des décalages vers le rouge aussi élevés. Les galaxies que Steidel cherchait étaient autour de Z égale 3 et la rupture de Lyman dans cette région ne coïncidait pas avec la signature spectrale d'une naine brune. Mais lorsque nous avons regardé à Z égale 20 et Z égale 30 avec le JWST, ces 2 processus physiques complètement différents se sont parfaitement alignés pour laisser la même signature à la même longueur d'onde. La collision était inévitable. Et les conséquences de cette collision ont commencé à secouer les catalogues AO-Z. Les travaux systématiques de Heinlein et de son équipe ont estimé qu'environ 0,1% des candidats galaxies à OZ dans JADS et SIRS pourraient en fait être des naines brunes. Ce taux peut sembler faible, mais lorsqu'une étude comme JAD produit des dizaines de milliers de candidats, cela signifie des dizaines d'identifications erronées. Et pour les candidats les plus extrêmes, ce taux de contamination
augmentait de manière significative. Le cas de JADE GS BD9 en est la preuve. Cet objet avait été initialement catalogué comme un candidat galaxie à Z égale 12 environ, MAIS. Les observations de suivi ont montré qu'il s'agissait en fait d'une naine brune se déplaçant à 214 km par seconde avec une cinématique de disque épais ou même de halo. C'était la preuve de la nécessité de cette opération de nettoyage. Les candidats les plus excitants étaient les plus suspects. Et toute cette histoire nous ramène à Capotauro, à ce grand mystère, encore non résolu. Le destin de Boulette Bédoun et BD2 avait été scellé par le test du mouvement propre. MAES. Le destin de Capotauro attendait ses observations de deuxième époque à la fin de 2026. Cette seule image allait montrer lequel des trois scénarios incroyables était le bon. S'il ne bougeait pas, nous serions en train de regarder soit la galaxie la plus lointaine de l'histoire, soit une supernova primitive vue pour la première fois. Les deux seraient une découverte incroyable. Mais, s'il bougeait, nous serions en train de regarder une coïncidence à une chance sur 1000 qui avait occupé l'attention de la communauté cosmologique pendant 2 ans. Une naine brune de type YC, lointaine, si froide, si rouge du plan galactique. Les preuves photométriques soutenaient l'interprétation de la naine brune. Mais tout le monde savait maintenant que la photométrie n'était pas suffisante. La réponse définitive se cachait dans le mouvement de ces pixels. La communauté attendait. Et cette attente était en fait le résumé de toute cette histoire. D'un côté, les questions les plus grandes, les plus fondamentales de l'univers. De l'autre, les mesures, les plus petites, les plus subtiles. Et la tension entre les deux, c'était la science elle-même. Tous ces moments épiques, ces chiffres, records, ces théories renversées, nous ont amenés à un seul point, le moment de s'arrêter et de réfléchir. Toutes ces découvertes ont changé, fondamentalement, notre compréhension de l'univers. Mais, maintenant, il y a une question plus profonde que nous devons nous poser. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous qui essayons de comprendre notre place dans l'univers? Et maintenant, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Lorsque nous éloignons de tous ces détails techniques, de ces études de cas et de ces objets spécifiques, la leçon plus profonde de cette histoire concerne les frontières. Elle concerne la netteté de la distinction que nous pensions faire entre l'univers local et l'univers lointain, entre aujourd'hui et le passé profond, entre notre voisinage galactique contenant le Soleil et l'aube cosmique des premières galaxies. Et la leçon que nous avons apprise est la suivante. Cette distinction est plus floue que ce que les manuels ont toujours suggéré. Et ce flou n'est pas un défaut dans nos mesures, mais une caractéristique de l'univers lui-même. D'un côté, il y a un échafaudage conceptuel que nous appelons l'échelle, des distances cosmiques que les astronomes utilisent pour comprendre à quelle distance se trouvent les objets. Les échelons inférieurs sont bien calibrés et fiables. La parallaxe trigonométrique, le décalage de la position apparente d'une étoile proche par rapport à l'arrière-plan, d'étoiles plus lointaines, alors que la Terre tourne autour du Soleil, nous donne des distances directes jusqu'à plusieurs milliers de parsecs. Les chandelles standards, comme les variables céphéides et les supernovae de type IA, étendent l'échelle jusqu'à des centaines de mégaparsecs. Et la vitesse de récession des galaxies lointaines, combinée à la loi de Hubble, nous donne des distances à des échelles cosmologiques. Ce système a été affiné pendant un siècle. Et aujourd'hui, la distance de la plupart des galaxies dans le ciel est connue avec une marge d'erreur de 10 ou 20%. De l'autre côté, il y a l'histoire des naines brunes de l'amas du Boulet, qui montre qu'une des hypothèses fondamentales de ce système apparemment parfait, à savoir que nous pouvons clairement distinguer l'avant-plan de l'arrière-plan à une
Exception. Cette hypothèse est presque toujours valable. La plupart des étoiles sont à l'avant-plan. La plupart des galaxies sont à l'arrière-plan. Mais ces rares cas où cette distinction devient floue, où un objet proche peut être confondu avec un objet lointain, sont devenus une réalité avec les naines brunes de type Y. Elles se trouvent dans nos images les plus profondes, dans les mêmes champs que les vraies galaxies AOZ. Elles produisent des empreintes digitales à large bande presque identiques, et elles ne peuvent être distinguées que par des mesures qui demandent du temps et des efforts. L'échelle des distances cosmiques dans ce coin a été silencieusement contaminée par une population sans rapport dont l'existence n'a été découverte que plus tard. C'est pourquoi les gros titres de 2023 et 2024 sur le JWST a brisé la cosmologie étaient en partie une mauvaise lecture. Les candidats extrêmes qui ont produit ces titres dramatiques étaient un mélange de découvertes véritablement révolutionnaires et de contaminants naines brunes non détectés. Le nettoyage en cours depuis 2025 réduit silencieusement la tension apparente entre les observations et les modèles cosmologiques, car l'étrangeté n'a pas disparu, elle a juste changé de place. Une partie de l'étrangeté que nous attribuons à l'univers très précoce s'est avérée vivre dans notre propre voisinage galactique. Le contraste peut être le plus personnel, le sens et l'absurdité. D'un côté, il y a l'absurdité absolue d'une naine, brune de type Y. C'est une boule de gaz froide, un peu plus grande que Jupiter, qui existe depuis 10 milliards d'années et n'émet presque aucune lumière. Il n'y a pas de vie dessus, pas de conscience, pas de but, elle existe simplement. Et elle continuera d'exister pendant des milliards d'années de plus, sans rien faire, sans rien influencer. Dans le grand schéma de l'univers, ce n'est qu'une statistique, juste l'une, parmi des centaines de milliards de similaires. C'est la forme la plus pure de l'indifférence et de l'absence de but de l'univers. C'est une réalité tragique qui nous rappelle à quel point la quête de sens de l'homme semble petite et vaine face à ce cosmos immense, froid et indifférent. De l'autre côté, il y a le sens incroyable que nous donnons à cet objet absurde. Pour nous, Bullet Beddon n'est pas seulement une boule de gaz, c'est une clé. Une clé pour comprendre l'histoire secrète de notre propre galaxie, une pierre de touche qui teste les limites de nos meilleurs télescopes. Un symbole de la manière inattendue dont l'univers peut nous parler. Nous avons regardé cet objet froid, inconscient, et y avons vu une histoire. Nous en avons tiré une leçon. Nous avons créé un sens. Et c'est la caractéristique la plus fondamentale de l'être humain. L'univers lui-même peut être absurde, mais notre effort pour le comprendre ne l'est pas. Ou, contraire, c'est peut être la seule chose qui ait un sens dans cet univers. C'est une belle lueur d'espoir qui brille au milieu d'une solitude triste. Et toi, tu es au centre même de ce processus. Ta propre vie aussi, à la aux grande échelle de l'univers, peut n'être qu'un éclair instantané. Mais toi, dans ce court instant, tu as la capacité de donner un sens au monde qui t'entoure, aux autres personnes, et même à une boule de gaz froide à 1600 années-lumière de distance. Ta curiosité, question, ton effort de compréhension, c'est ce qui donne un sens à cet univers indifférent. C'est pourquoi l'histoire d'une naine brune est, en fait, notre histoire de création de sens au milieu de l'absurdité. Toutes ces réflexions philosophiques, ces grands contrastes, nous montrent à quel point l'univers et notre place en son sein sont complexes. D'un côté, l'immensité inconcevable de l'univers et notre petitesse. De l'autre, la similitude surprenante entre le plus lointain et le plus proche. D'un côté, la solitude peuplée de notre propre galaxie, et de l'autre notre capacité à créer du sens malgré la fragilité de la connaissance. Nous savons maintenant que la frontière
entre notre propre galaxie et le reste de l'univers n'est pas un mur, tranchant comme nous le pensions, mais un rideau de brouillard composé, d'étoiles ratées. Nous savons maintenant que les plus grandes découvertes émergent parfois lorsque nous réalisons nos plus grandes erreurs. Et nous savons maintenant que la Voie lactée n'est pas seulement un lieu de brillantes étoiles, mais aussi une population invisible remplie d'objets qui se refroidissent silencieusement depuis des milliards d'années, portant l'histoire de notre galaxie. Mais, après tout ce que nous avons appris, une autre question nous vient à l'esprit. Peut être la plus importante. Ces objets, ces étoiles ratées, ne sont-ils que des contaminants? Ne sont-ils qu'un obstacle sur notre chemin dans la recherche de galaxies lointaines? Ou ont-ils une histoire plus profonde, plus personnelle à nous raconter? Car appeler un objet étoile ratée, c'est lui coller une étiquette basée sur nos attentes. Et si pour l'univers lui-même, il n'y avait pas de concept de réussi ou raté, et si tout était simplement comme il se doit, il est temps maintenant de regarder de plus près ces objets eux-mêmes, la nature de leur existence. Et maintenant, nous sommes confrontés à une question plus profonde. Ces objets, ces étoiles ratées, ne sont-ils que des contaminants ou ont-ils une histoire plus profonde à nous raconter? Car appeler un objet raté, c'est lui coller une étiquette basée sur nos attentes. Et si, pour l'univers lui-même, il n'y avait pas de concept de réussi ou raté, cette pensée nous mène ailleurs, à un endroit lié à ce que la connaissance elle-même signifie et à ce que nous faisons de cette. Premièrement, regardons le contraste entre le pouvoir que la connaissance apporte et l'impuissance qu'elle crée. D'un côté, nous savons maintenant. Nous savons que la Voie lactée est remplie de naines, brunes qui se refroidissent depuis des milliards d'années, dont le nombre rivalise avec celui des étoiles. C'est un pouvoir incroyable, car cette information nous permet de redessiner la carte de notre galaxie. Elle peut influencer nos modèles de formation d'étoiles, nos théories de l'évolution galactique, et même notre compréhension de la matière noire. Cette information nous donne un sentiment de contrôle sur le fonctionnement de l'univers que nous n'avions jamais eu auparavant. Nous pouvons maintenant chercher ces objets, les classer et percer leurs secrets. C'est sortir de l'obscurité de l'ignorance pour entrer dans la lumière. De l'autre côté, il y a une impuissance tragique que cette connaissance apporte. Nous connaissons l'existence de ces milliards d'objets, mais nous ne pouvons rien changer à leur sujet. Ils dérivent sur leurs orbites depuis 10 milliards d'années et continueront de dériver pendant des milliards d'années encore après que nous les ayons remarqués. Leur destin est totalement indépendant de notre connaissance. Cela nous rappelle à quel point l'univers est grand et nos actions sont limitées. Savoir ne signifie pas toujours contrôler. Parfois, savoir, c'est simplement prendre conscience de notre impuissance. Mais, même dans cette impuissance, une belle vérité se cache. Oui, nous ne pouvons pas changer leur destin. Mais, nous pouvons changer notre propre destin. Cette connaissance nous inspire. Elle nous donne une raison de poser plus de questions, de construire de meilleurs télescopes, de regarder plus profondément. Cette connaissance nous rend plus curieux, plus savants, plus conscients. Et toi, tu vis ce contraste dans ta propre vie. Toi aussi, tu connais les grands problèmes du monde, les injustices, les fins inévitables, et tu peux te sentir impuissant face à eux. Mais, en même temps, cette connaissance te donne aussi le pouvoir d'agir, d'améliorer les choses, de faire une différence dans ton propre petit monde. Savoir est à la fois un fardeau et un cadeau, et nous sommes des êtres qui tentent de trouver l'équilibre entre les deux. Cela nous amène à un deuxième contraste profond, les deux visages du temps, le poids du passé et la légèreté de l'avenir. D'un côté, il y a ce passé incroyable que porte un objet comme Boulet Bedoun, un âge d'environ 10 milliards d'années. C'est une histoire presque aussi vieille que l'univers lui-même,
Il flottait dans notre galaxie avant la formation du système solaire. Il était là aussi quand les dinosaures parcouraient la Terre. Toute l'histoire de l'humanité n'est qu'un clin d'œil dans sa durée de vie. Ce passé a un poids écrasant. C'est une réalité tragique qui nous frappe au visage, nous montrant à quel point notre propre existence est nouvelle et éphémère. Nous ne sommes que la dernière, seconde des milliards d'années d'histoire dont ces objets anciens ont été les témoins silencieux. Cela peut nous faire nous sentir insignifiants, mais le temps a aussi un autre visage. Cette naine brune continuera d'exister pendant des milliards d'années encore. Elle se refroidira lentement, s'assombrira et finira par atteindre l'équilibre avec la température de fond de l'univers. Son avenir est, en grande partie, déterminé. Une lente mort monotone. Mais notre avenir est incertain. Il est léger, il est plein de possibilités. Nous, contrairement à cette naine brune, avons le potentiel de façonner notre propre avenir. C'est nous qui choisissons ce que nous ferons demain, ce que nous apprendrons, ce que nous créerons. C'est une liberté incroyablement belle et pleine d'espoir face à cet énorme poids du passé. Et toi aussi, tu vis à l'intersection de ces deux, tant toi aussi tu portes ce poids de ton propre passé, de ta famille, de ta culture, de tes expériences. Mais, en même temps, tu as aussi cette légèreté des possibilités infinies qui vient avec chaque nouveau jour. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux écrire ton avenir. L'histoire d'une naine brune nous rappelle exactement cela. Peu importe à quel point le passé est profond, écrasant, l'avenir est toujours une page blanche qui attend d'être écrite. Et enfin, nous devons faire face au contraste peut être le plus dérangeant, le silence et le son. D'un côté, il y a le silence absolu d'une grande partie de l'univers. Ces naines brunes sont silencieuses depuis 10 milliards d'années. Elles ne disent rien, elles n'envoient aucun message. Leur existence n'est révélée que par les faibles photons, capturés par hasard par nos télescopes pointés vers elles. C'est une réalité tragique qui nous rappelle que la nature fondamentale de l'univers est le silence. L'univers ne s'efforce pas de nous parler, il existe simplement. Et notre effort pour le comprendre est un pas unilatéral contre ce grand silence cosmique. C'est un sentiment de profonde solitude. Nous avons des milliards de voisins, mais aucun ne nous répond. De l'autre côté, il y a un son incroyable que nous créons au milieu de ce silence. La voix de la science, la voix de l'art, la voix de la philosophie. Les mots que nous utilisons pour raconter cette histoire. L'article où l'équipe de Bradatch a écrit ses découvertes, les lignes de code qui ont analysé ces données. Tout cela est notre effort pour donner un sens à cet univers silencieux, pour l'interpréter, pour raconter une histoire à son sujet. Nous sommes les êtres qui transforment le silence de l'univers en son. C'est un rôle incroyablement puissant et beau. Nous sommes la partie de l'univers qui se connaît, qui pense à elle-même. Notre existence ajoute une conscience, une voix, à ce cosmos silencieux. Et toi, tu fais partie de cette voix. Tes pensées, tes questions, les échos qui se forment dans ton esprit en écoutant cette histoire sont des voix contre ce grand silence. Tu n'es pas seulement un observateur passif, tu es un participant actif à ce dialogue universel. Et chaque question que tu poses, chaque curiosité que tu ressens, brise un peu plus ce silence. C'est pourquoi, au lieu de désespérer face au silence de l'univers, nous devons nous souvenir de la valeur de notre propre voix. Car sans nous, il n'y aurait personne pour raconter l'histoire de ces naines brunes. Elles seraient restées dans le silence pour l'éternité. Ces profondes réflexions philosophiques nous amènent au point le plus fondamental de notre relation avec l'univers. Mais, après tout ce voyage intérieur, alors que nous approchons de la fin de l'histoire, une question demeure. Avec tout ce que nous avons appris,
avec cette nouvelle perspective, que devrions-nous voir désormais lorsque nous regardons le ciel nocturne? Mais ces pensées nous mènent ailleurs. Avec tout ce que nous avons appris avec cette nouvelle perspective, que devrions-nous voir désormais lorsque nous regardons le ciel nocturne? Car cette histoire n'est pas seulement celle d'une découverte astronomique, c'est aussi un voyage qui a transformé notre point de vue. Et à la fin de ce voyage, le ciel ne peut plus paraître le même qu'avant. Premièrement, nous devons faire face à la réalité invisible derrière le visible. D'un côté, il y a ce paysage magnifique que vous voyez lorsque vous regardez le ciel par une nuit claire et sombre, loin des lumières, de la ville. Des milliers d'étoiles à l'œil nu. Si vous la connaissez, cette faible bande de la Voie lactée peut être sous le ciel le plus sombre, avec les yeux les plus perçants, ces taches indistinctes de galaxies lointaines. C'est un tableau qui a inspiré l'humanité pendant des milliers d'années, qui suscite l'admiration. C'est le visage que l'univers nous montre. De l'autre côté, il y a cette réalité tragique, mais tout aussi fascinante que cette histoire nous a apprise. Ce que nous voyons n'est qu'une petite partie de l'image. Dans ce ciel, pour chaque étoile brillante que nous pouvons voir, il y a peut être un nombre encore plus grand d'objets silencieux, froids, que nous ne pouvons pas voir. Des milliards peut être des centaines de milliards de naines, brunes, de planètes errantes, de nuages de gaz froid. Ils sont là, mais complètement invisibles à nos yeux. C'est, d'une part, attristant, car cela montre qu'une grande partie de l'univers nous est cachée, que nous ne pourrons jamais saisir pleinement sa véritable richesse et sa complexité. Mais il y a aussi un beau côté à cette situation. Cela signifie que l'univers a toujours de nouveaux secrets à découvrir. Peu importe combien nous apprenons, il y en a toujours plus. Le carburant de notre curiosité ne s'épuise jamais. Un instrument comme James Webb n'a ouvert qu'une petite fissure dans le voile de cet univers invisible. Et même ce que nous avons vu à travers cette fissure a changé toute notre image. Toi aussi, quand tu regardes le ciel nocturne, tu ne devrais plus voir seulement ces points lumineux. Tu devrais savoir que cette obscurité entre les points lumineux n'est pas réellement vide. Cette obscurité est remplie de fossiles de milliards d'années, de voisins silencieux, d'histoires qui attendent d'être racontées. Tu regardes maintenant avec un œil qui sait que l'invisible existe aussi. Et c'est un regard beaucoup plus riche, beaucoup plus profond. Cela nous amène à un deuxième et dernier contraste, la séparation et l'intégrité. D'un côté, il y a cette perspective analytique que la science nous a enseignée. Nous décomposons l'univers en morceaux, étoiles, galaxies, naines brunes, planètes. Nous les classons, nous, les étiquetons en fonction de leur température, de leur masse, de leur distance. Bullet Beedon est une naine brune de type Y, J, A, D, I, S, G, S, Z, 1, 4, 0 et une galaxie à Z égale 14, 32. C'est une méthode nécessaire pour comprendre le monde. Diviser la complexité en parties gérables, c'est le fondement de la connaissance. Mais il y a aussi un côté tragique à cette perspective analytique. Parfois, ces classifications peuvent nous empêcher de voir ce lien profond, cette intégrité entre les objets. Quand nous mettons tout dans sa propre boîte, nous pouvons perdre de vue les fils invisibles entre ces boîtes. Nous pouvons commencer à voir l'univers comme une collection d'objets, et non comme un tout vivant, interconnecté. Mais l'une des plus belles leçons que cette histoire nous a apprises, c'est précisément cette intégrité. Cette histoire a montré comment la galaxie la plus lointaine et l'étoile ratée la plus proche peuvent être liés de manière inattendue. Bien qu'ils soient des objets différents, ils sont soumis aux mêmes lois physiques, universelles. Leur lumière voyage dans le même espace-temps, et dans nos télescopes, ils peuvent faire semblant de parler la même langue.
C'est un rappel poétique que tout dans l'univers, du plus petit au plus grand, du plus ancien au plus récent, est d'une manière ou d'une autre lié. Nous ne sommes qu'une partie de ce réseau cosmique. Et toi aussi, tu fais partie de cette intégrité. Tu n'es pas seulement une collection d'étiquettes, de rôles, d'identités. Tu es le résultat de milliards d'années d'évolution cosmique. Les atomes de ton corps ont été forgés à l'intérieur d'étoiles il y a des milliards d'années. Et toi, avec ta capacité à comprendre cette histoire, tu es un instrument par lequel l'univers se connaît lui-même. C'est pourquoi, quand tu regardes le ciel nocturne, tu ne devrais plus voir seulement des objets séparés. Tu devrais voir les parties d'une grande tapisserie cosmique. Et tu devrais sentir que tu es toi-même un fil de cette tapisserie. À la fin de ce long voyage, nous nous retrouvons avec la réponse à la question simple que nous nous sommes posée au début. Qu'a trouvé James Webb en regardant la masse du boulet? La réponse était beaucoup plus complexe et beaucoup plus belle que prévu. Il n'a pas seulement trouvé les candidats galaxies les plus lointains de l'univers. Il a également trouvé 2 des habitants les plus anciens, les plus froids, les plus secrets de notre propre galaxie. Il n'a pas seulement trouvé des données qui défient nos modèles cosmologiques. Il a également trouvé un miroir qui nous a fait remettre en question notre vision de l'univers, notre propre place. Nous savons maintenant que la frontière entre le plus lointain et le plus proche est floue. Nous savons maintenant que la voie lactée est pleine de voisins silencieux et invisibles. Et nous savons maintenant que l'univers peut parfois nous tromper, mais que ces illusions elles-mêmes sont une porte vers des vérités plus profondes. Ce voyage consistait moins à trouver une réponse qu'à poser de meilleures questions. Et ces questions nous ont amenés à mieux nous comprendre. Non seulement l'univers, mais aussi nous-mêmes. Nous sommes maintenant à la fin de cette histoire. Maïs, l'histoire de l'univers continue, et notre effort pour la comprendre aussi. Dans ce voyage, nous avons regardé les 100 premiers millions d'années. De l'univers, Maïs, je ne vous ai pas dit le plus important, tout le destin de l'univers a été écrit dans les 3 premières minutes. Les pierres angulaires de tout ce qui existe aujourd'hui ont été forgées dans ces 180 premières secondes. Dans notre prochain voyage, nous irons à ces premiers instants. Êtes-vous prêt à assister au début du temps?